Bonjour, je me présente, je m'appelle Elodie Mabika, je suis avocat au barreau de la Haute-Loire. Nous sommes le 23 mars 2022 et aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de l'autorité parentale. Lorsque des personnes vivent maritalement ou en concubinage, lorsque ces personnes-là décident de se séparer, la question de l'exercice de l'autorité parentale va se poser lorsqu'au sein de cette union, il y a la présence des enfants mineurs. Donc, lorsque c'est le cas et que vous vous séparez, je vous conseille vivement de vous rapprocher d'un avocat qui va diligenter dans vos intérêts une procédure devant le juge aux affaires familiales qui est la juridiction compétente pour rendre une décision de justice qui va s'appliquer à vous dans ce cadre-là. Alors, c'est quoi l'exercice d'autorité parentale? Donc, j'ai sélectionné deux articles du Code civil que je vais vous lire avant de vous expliquer ce que vous pouvez retenir de l'exercice d'autorité parentale. Donc, vous avez l'article, donc j'ai mon Code civil, hein. Donc, vous avez donc l'article 372 du Code civil français qui dispose que les pères et mères exercent en commun l'autorité parentale. Et vous avez le test suivant, donc l'article 373-2 du même code qui dispose que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale. Alinéa 2, chacun des parents, chacun des pères et mères doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent. Donc, lorsque le juge aux affaires familiales lorsque le juge aux affaires familiales est saisi, le juge saisi doit évidemment se pencher sur les déclinaisons de l'exercice de l'autorité parentale. Donc, le premier point, c'est l'autorité parentale. Donc, l'autorité parentale peut s'exercer donc de trois manières. Donc, soit sous la forme conjointe, on parle de l'exercice d'autorité parentale, soit sous la forme exclusive, on parle de l'exercice exclusif de l'autorité parentale, et on parle aussi de la suppression de l'exercice de l'autorité parentale. Donc le principe, c'est l'exercice conjoint de l'autorité parentale. Donc pour qu'il y ait exercice conjoint de l'autorité parentale, cela sous-entend qu'il y a une très bonne communication entre les parents. C'est-à-dire que pour ce qui concerne la relation de couple, celle-ci n'existe plus, mais dans l'intérêt des enfants, les parents doivent continuer de communiquer. Et donc, dans ce cadre-là, on peut aller sur l'exercice conjointe de l'autorité parentale afin de permettre l'exercice conjoint de l'autorité parentale afin de permettre aux parents de prendre des décisions concernant la santé, l'éducation, etc. Ensuite, pour ce qui est de l'exercice exclusive de l'autorité parentale. Donc là, on est déjà sur une exception au principe. Donc on va être dans ce cadre-là lorsque il y a des difficultés de communication, notamment entre les parents. Donc cette difficulté de communication peut être la conséquence des violences la plupart du temps, des violences qui sont d'ailleurs même souvent la plupart du temps à l'origine de la séparation. Donc l'un des conjoints ou l'un des concubins est victime donc de violences. Donc la communication n'étant pas possible entre les parents, avec présentation de pièces justificatives, le juge aux affaires familiales peut effectivement attribuer l'exercice exclusif de l'autorité parentale à l'un des parents, ce qui voudra donc dire que ce parent qui se voit attribuer l'exercice exclusif de l'autorité parentale pourra prendre des décisions sans se référer à l'autre parent.
Ensuite, on a le cas extrême, c'est la suppression de l'exercice de l'autorité parentale, qui est encore vraiment une autre procédure. Donc, on va vraiment être dans le cas où ici, c'est plus que la maman ou le papa qui est victime de violence, ce sont les enfants qui sont également victimes d'un comportement indigne de un des parents. Donc face à ce cas de figure, l'autre parent peut se voir tout simplement retirer l'exercice de l'autorité parentale qui sera attribué à l'autre parent. Donc voici ce que je peux dire sur le premier point sur lequel le juge devra se pencher, donc l'autorité parentale. Ensuite, on a la résidence des enfants. Donc la question ici qui va se poser, c'est de savoir est-ce que les enfants vont résider chez leur papa ou chez leur maman. Donc le principe est la garde alternée. La garde alternée veut tout simplement dire que les enfants passeront donc une semaine, elle peut s'aménager autrement, hein, mais ce qui se voit habituellement, c'est ce que je vous dis pour faire simple, hein. Donc on va tout simplement prévoir que voilà, les enfants vont passer une semaine chez leur papa, donc ça peut être du lundi au lundi ou du vendredi sortie d'école au vendredi suivant sortie d'école, et ensuite l'autre parent prendra le relais. Donc là on parle de garde alternée. À défaut de la garde alternée qui est le principe, on va donc basculer sur le fait que la résidence des enfants sera fixée au domicile d'un des parents. Et la question de savoir comment l'autre parent va exercer son droit de visite et d'hébergement va donc se poser. Donc, si la résidence des enfants est fixée chez un des parents, l'autre parent peut demander tout simplement un droit de visite et d'hébergement classique. Donc ici, la plupart du temps, c'est un week-end sur deux et la moitié des vacances. Le parent qui n'a pas la résidence des enfants fixée à son domicile va donc voir ses enfants un week-end sur deux et la moitié des vacances. Donc là, on parle des droits de visite et d'hébergement classiques. Ces droits de visite et d'hébergement peuvent être élargis. On peut intégrer à un week-end sur deux, le mercredi également, ou ça peut être tous les week-ends, par exemple. Et ensuite, on peut aussi, quand c'est vraiment conflictuel, on a un papa ou une maman qui a des difficultés sur le plan éducatif des enfants, donc on peut avoir un droit de visite et d'hébergement très très réduit, voire en milieu médiatisé. C'est-à-dire que le parent, parce que il y a des difficultés et la maman n'est pas en sécurité, ne se sent pas en sécurité par rapport au fait que les enfants soient seuls avec ou ça peut être le papa hein, ou la maman, voilà. Donc du coup, ce qui va se passer, c'est que l'autre parent va avoir des contacts avec ses enfants dans un lieu médiatisé. Donc les enfants, il aura tout simplement un droit de visite. Donc ici, on parlera pas d'un droit de visite et d'hébergement. Il aura tout simplement un droit de visite dans un lieu neutre. Donc généralement, c'est pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, voilà, il verra ses enfants dans ce cadre-là. Donc voici ce que je peux dire sur le deuxième point concernant l'exercice de l'autorité parentale. Donc le premier point, l'autorité parentale. Le deuxième point, la résidence des enfants. Ensuite, le troisième point, c'est le point économique. Donc le point financier, c'est la pension alimentaire. Donc le parent qui n'a pas la résidence des enfants fixée à son domicile se voit généralement condamné à payer une pension alimentaire. Donc cette pension alimentaire, elle est fixée en fonction des revenus du débiteur de la pension alimentaire et du créancier de la pension alimentaire. Autre point aussi que je voulais voir avec vous, c'est les trajets. Donc lorsqu'on on a un droit de, même quand, peu importe hein, que l'on soit dans le cas d'une garde alternée ou un droit de visite classique ou étendu, la question des trajets va se poser. Qui doit aller chercher les enfants ou qui doit aller récupérer les enfants. Donc voilà. Donc la plupart du temps,
souvent les trajets sont partagés de moitié, c'est-à-dire que le parent qui a la garde va chercher les enfants et voilà. Et donc celui qui n'a pas les enfants doit tout simplement remettre les enfants à celui qui a la garde. Donc voici ce que je peux dire. Donc vous voyez, on a parlé donc de l'autorité parentale, de la résidence des enfants et de la pension alimentaire. On peut parler d'autres choses, mais bon, je pense que là, dans un premier temps, c'est déjà pas mal. Donc ici, donc après avoir débattu tous ces points là devant le juge va rendre donc une décision qui va s'appliquer donc aux parents avec des conséquences qui peuvent avoir des répercussions même sur un plan pénal parce que prenons le cas par exemple de la pension alimentaire. Si le parent sur qui pèse la pension alimentaire, le débiteur de la pension alimentaire, il lui arrive de ne pas payer la pension alimentaire, le parent créancier de la pension alimentaire peut se présenter devant le commissariat de police ou devant la gendarmerie pour un dépôt de plainte. Et ce dépôt de plainte, si le procureur de la République décide de poursuivre, ben, ça peut donner lieu à une convocation devant le tribunal correctionnel. Donc pour celui qui se voit attribuer la résidence des enfants à son domicile, il peut avoir une difficulté et ça arrive souvent si ce parent se refuse de présenter les enfants à l'autre parent qui a tout simplement un droit de visite et d'hébergement. Donc là, on peut celui qui se voit refuser donc l'exercice de son droit de visite et d'hébergement peut aussi déposer une plainte pour non-présentation d'enfant. Et donc cette procédure, la personne qui a refusé de présenter l'enfant peut être convoquée devant le tribunal correctionnel. Donc voici ce qu'on peut dire sur l'exercice de l'autorité parentale. Donc la prochaine fois, je reviendrai vers vous avec un autre thème. Merci, au revoir.